Maxime Roussel était assis dans la salle de médiation pour le divorce, vêtu d'une veste en jean usée. Les plis de ses jointures étaient encore assombris par de la graisse moteur qu'il n'avait pas tout à fait réussi à nettoyer. Devant lui, sur la table de conférence polie, reposait un document qui détaillait dans un langage juridique précis exactement ce peu de choses avec lesquelles il repartirait. Pas de maison, pas de véhicule en commun, pas de compte d'investissement conjoint, aucune prétention sur le patrimoine familial Beaumont accumulé sur 3 générations. Julien Delorme, l'avocat de sa future ex-femme, lui fit glisser un stylo à travers la table et laissa un mince sourire se poser au coin de sa bouche. Au moins vous comprenez que vous n'avez rien à défendre ici. Camille Beaumont tourna le visage vers la fenêtre. Maxime saisit le stylo. 3 semaines plus tard, il descendait d'une Bugatti devant le tribunal judiciaire de Lyon. Et toutes les personnes qui avaient les souris en voyant sa signature restèrent complètement silencieuses. Quel genre d'homme signe presque tout et se présente ensuite à l'audience finale dans l'une des voitures les plus rares de la planète? Les bureaux de Beaumont et Delorme occupaient le 14e étage d'un immeuble de la rue de la République, à Lyon. Et tout, dans cet espace, était conçu pour faire se sentir petits certains hommes. La moquette était épaisse et gris anthracite, du genre qui absorbe les sons. La table de conférence en acajou poli était assez longue pour accueillir une douzaine de personnes, même si ce mardi matin-là, seuls 6 sièges étaient occupés. Les baies vitrées du mur sud donnaient sur le ciel de la ville et la lumière d'automne y tombait d'une façon qui rendait Lyon lisse et ordonné. Maxime Roussel était assis d'un côté de la table. Il était venu seul. Il avait garé sa camionnette dans le parking public du coin et avait marché 3 rues dans la même veste qu'il portait au travail, parce que c'était la seule qu'il possédait, et qu'il n'était pas homme à s'habiller pour les attentes des autres. Ses mains reposaient à plat sur la table, et si la graisse encore légèrement visible à la base de son ongle gauche dérangeait quelqu'un dans la pièce, il n'en montra rien. En face de lui se tenait Camille Beaumont, qui n'avait plus été Camille Roussel pour aucune raison pratique depuis plus d'1 an. À côté d'elle, le dos droit et le visage fermé, était assise sa mère, Isabelle Beaumont, une femme qui portait l'argent de sa famille comme d'autres portent une religion, avec calme et la certitude absolue que cela la rendait juste. Julien Delorme rangeait ses documents avec la lenteur exercée d'un homme qui facture à l'heure et n'a aucune raison de se presser. Le projet de convention était exhaustif, et le langage précis de la façon dont les documents juridiques sont précis quand ils sont rédigés entièrement au profit d'une seule partie. Camille conserverait la maison du boulevard des Belges. Elle conserverait le portefeuille d'investissement commun qui avait en partie grandi grâce aux apports de la famille Beaumont que sa mère avait fournis dans les premières années. Elle conserverait le Range Rover et l'Audi, tous deux immatriculés à son nom. Maxime recevrait ses outils personnels, ses vêtements, le matériel de son atelier et le droit légal de continuer à exploiter le petit garage de l'avenue Jean Jaurès qui était dans la famille Roussel depuis des décennies. Il ne recevrait aucun règlement financier, aucune prétention sur les holdings Beaumont et aucun intérêt dans aucun bien accumulé pendant le mariage grâce aux sources Beaumont. Isabelle laissa le silence après la lecture de Julien s'installer un moment avant de parler. Au moins cette fois vous comprenez la différence entre ce qui appartient à cette famille et ce qui n'en fait pas partie, dit-elle. Son ton portait cette précision calculée pour toucher sans en avoir l'air. Vous êtes entré dans la vie de Camille depuis un garage. Vous en repartez de la même façon. Ce n'est pas une tragédie. C'est simplement de l'honnêteté. Maxime écouta. Il ne répondit pas à Isabelle. Il tourna les pages de la convention à son rythme, lisant chaque clause avec la même attention soutenue qu'il accordait à un schéma quand quelque chose ne collait pas tout à fait. Julien prit le silence pour de l'hésitation et avança pour appuyer son avantage, se penchant légèrement. Vous êtes un mécanicien. Un bon, peut-être. Mais cette famille a construit quelque chose de réel, et aucun tribunal ne vous récompensera pour 18 ans passés dans l'ombre de quelqu'un d'autre en appelant cela un mariage. Signez les papiers, et cela se terminera proprement. Camille ne regarda pas Maxime. Elle ne l'avait pas regardé depuis qu'ils étaient entrés. Quand Maxime reposa le stylo après avoir signé, la réaction dans la pièce fut une surprise particulière. Celle qui survient quand les gens se sont préparés à un combat et s'envoient d'un soudain privé. Julien s'attendait à des arguments. Il avait préparé des contre-arguments. Il avait une liste des insuffisances de Maxime prête à servir de levier si nécessaire. Isabelle s'attendait à des larmes ou de la colère ou une version quelconque d'orgueil masculin blessé
qu'elle pourrait cataloguer et raconter plus tard à table. Au lieu de cela, Maxime referma simplement le document, l'aligna contre la table et dit calmement : « Je n'ai pas besoin de m'accrocher à des choses qui n'ont jamais vraiment été à moi. » Il se leva, boutonna sa veste et marcha jusqu'à la porte. Dans le couloir, il ne s'arrêta pas. Il prit l'ascenseur jusqu'au hall, retraversa l'air gris d'octobre jusqu'au parking public et reprit sa camionnette en direction de l'atelier. Camille le regarda partir depuis la fenêtre du 14e étage, même si elle ne le dit à personne. Elle avait voulu qu'il soit en colère. Elle était arrivée préparée à la version de Maxime que sa mère avait prédite. Sur la défensive, blessé, avidité. Au lieu de cela, il avait été exactement lui-même, sans hâte et silencieux de la façon qu'elle avait autrefois trouvé magnétique, et qu'elle s'était ensuite convaincue n'être qu'un manque d'ambition. Son calme la déstabilisait d'une manière pour laquelle elle n'avait pas encore de mots. Plus tard dans la soirée, son téléphone afficha un message de Lucas, leur fils, 18 ans et en première année à l'université Lyon 2, qui avait d'abord écrit à son père puis à elle. La réponse de Maxime à Lucas avait été brève. « Je vais bien. Je viens juste de poser quelque chose de lourd. » Lucas lui montra le message. Camille le lut 2 fois et ne dit rien. 18 ans plus tôt, Camille Beaumont conduisait une Mercedes de location sur un tronçon de la route de Grenoble sous une fine bruine quand le moteur avait affiché un code défaut et que la direction était devenue molle. Elle s'était arrêtée sur un parking en gravier devant un garage dont l'enseigne peinte à la main au-dessus des portes de box disait « Roussel Restauration Automobile ». Elle avait 24 ans et terrifiée à l'idée d'être en panne et en retard à un dîner auquel elle n'avait pas particulièrement envie d'aller. Maxime Roussel était sorti du 2e box en s'essuyant les mains sur un chiffon rouge d'atelier, avait jeté un coup d'œil à la voiture et lui avait dit que c'était un problème de capteur qu'il pouvait résoudre en 20 minutes. Il avait refusé de la faire payer. Quand elle avait demandé pourquoi, il avait répondu qu'il allait pleuvoir dans une dizaine de minutes et qu'il n'allait pas laisser une femme attendre une dépanneuse sous la pluie en chemisier de soie. Elle avait ri malgré elle, et la pluie était tombée exactement comme il l'avait prédit. Ils étaient restés sous l'auvent du garage et avaient en parlé 1 heure de choses qu'elle ne se rappelait plus entièrement ensuite, mais dont elle se souvenait qu'elles avaient fait du bien à dire. Elle était tombée amoureuse de lui au cours des 6 mois suivants, malgré tous les instincts que son éducation avait affinés. Sa mère avait appelé cela une phase. Son père, plus mesuré, avait dit que c'était compréhensible mais déconseillé. Julien Delorme, déjà conseiller juridique de la famille Beaumont à 30 ans, avait dit à Camille un jour à déjeuner que Maxime semblait un homme bien qui ne comprenait simplement pas le monde dans lequel il essayait d'entrer. Camille avait ignoré tout cela et avait épousé Maxime un samedi de mai lors d'une petite cérémonie au garage, parce que c'était là qu'elle l'avait rencontré et qu'elle voulait commencer là. Les premières années avaient été réellement heureuses. Elle l'aidait à classer les factures. Il lui apprenait ce que signifiaient les différents bruits de moteur. Il dînait tard sur l'établi quand il avait une restauration difficile, et elle s'asseyait en face de lui à lire pendant qu'il travaillait, et aucun des deux ne trouvait cela étrange. Mais la carrière de Camille dans le conseil en architecture avait grandi, et avec elle un monde social qui avait sa propre grammaire et sa propre hiérarchie. Elle s'était mise à éditer Maxime avant de le présenter. Elle avait commencé à lui demander de ne pas venir en habit de travail aux événements de son cabinet, même quand il arrivait directement du garage. Elle avait cessé de mentionner qu'il restaurait des voitures quand des collègues demandaient ce que faisait son mari, et disait vaguement qu'il dirigeait sa propre entreprise. Elle avait grincé des dents quand il venait chez sa mère avec sa camionnette et la garait dans le cercle d'entrée. Elle avait commencé à absorber le récit de sa famille par petits degrés. Que Maxime était correct mais limité. Que son monde était petit. Que le garage était un hobby qui s'était solidifié en identité plutôt qu'un véritable métier. Ce qu'elle ne savait pas, parce que Maxime avait signé des accords de confidentialité qu'il respectait complètement, c'est que le garage avait depuis longtemps cessé d'être simplement un garage. Maxime avait essayé, 2 fois, d'expliquer qu'il y avait des contrats dont il ne pouvait pas parler. Les 2 fois, elle avait soupiré et changé de sujet, et il avait compris, sans amertume, qu'elle avait cessé d'écouter tout ce qui commençait par une conversation sur l'atelier. Monique Roussel, la mère de Maxime, avait appelé son fils un dimanche soir 2 ans avant la fin du mariage, et lui avait dit ce qu'elle retenait depuis longtemps. Si une femme ne te respecte que quand tu brilles, elle ne t'a pas vu. Elle a vu le reflet de ce qu'elle voulait trouver. Maxime lui avait dit qu'il comprenait. Il comprenait.
Mais il avait aussi cru plus longtemps qu'il n'était sage que le bon moment pour tout expliquer arriverait naturellement, que Camille poserait la bonne question et qu'il pourrait enfin y répondre. Il avait répété des versions de cette conversation dans sa tête à l'établi tard le soir, quand le garage était fermé et silencieux, et que la seule lumière venait d'une lampe baladeuse au-dessus du moteur sur lequel il travaillait. Il l'avait imaginé se pencher, réellement curieuse, lui demandant de lui montrer ce que disaient vraiment les contrats, de comprendre ce qu'Henri Vasseur avait vu qu'elle avait manqué. La conversation n'avait jamais eu lieu. Camille avait cessé de poser des questions sur le garage vers la 9e année de leur mariage, et vers la 12e, elle écoutait Julien Delorme expliquer que le manque de visibilité professionnelle de son mari était une forme de stagnation qu'elle ne devait pas être obligée d'accommoder indéfiniment. Elle n'avait pas discuté. Elle avait hoché la tête, et ce hochement avait coûté plus à Maxime que les papiers du divorce ne le feraient jamais. Le garage Roussel de l'avenue Jean Jaurès avait été construit par le grand-père de Maxime dans les années 1950 comme atelier de réparation générale, transformé par son père en espace de restauration spécialisé dans les années 1980 et hérité par Maxime à 26 ans quand ses parents s'étaient retirés dans le sud. Ce que Maxime avait hérité n'était pas seulement un bâtiment et un jeu d'outils. Il avait hérité d'une liste de clients assemblés sur 2 générations, collectionneurs, gestionnaires de succession, historiens de l'automobile, et d'une réputation dans un monde précis et rare pour faire un travail que la plupart des ateliers n'osaient pas tenter et que presque aucun ne savait exécuter correctement. Il avait un don véritablement rare. La capacité d'entendre un problème dans un moteur avant qu'il puisse être mesuré, de reconstruire la provenance d'un véhicule à partir des seules preuves physiques, de prendre une voiture négligée, endommagée ou partiellement dépouillée et de la ramener à un état qui n'était pas seulement fonctionnel, mais historiquement exact. Il travaillait sur des choses que d'autres mécaniciens photographiaient et n'osaient pas toucher. La commande décisive était arrivée 8 ans après le mariage. Un collectionneur privé près de Marseille avait acquis une Bugatti EB110 de 1992 qui avait dormi en stockage climatisé pendant plus d'une décennie après une restauration bâclée qu'il avait laissée mécaniquement peu fiable et cosmétiquement compromise, d'une façon qui exigeait de comprendre non seulement ce qu'était la voiture, mais ce qu'elle avait été destinée à être. 3 ateliers spécialisés en Europe l'avaient examinée et avaient redécliné. Un contact commun dans le monde des collectionneurs avait donné le numéro de Maxime au propriétaire. Maxime avait conduit jusqu'à Marseille un mercredi, passé 6 heures avec la voiture et rappelé le jeudi matin avec un diagnostic précis et un délai estimé. Il avait terminé le travail en 14 mois. Et quand la voiture était sortie pour la dernière fois du garage de l'avenue Jean Jaurès, elle n'était pas restaurée dans l'état où elle avait quitté l'usine. Elle était restaurée dans ce que l'usine avait imaginé. Une distinction que seule une poignée de personnes dans le monde était équipée pour apprécier. La voiture avait ensuite été présentée dans une revue privée de collectionneurs sous le titre La résurrection d'un fantôme, et le nom de Maxime figurait dans les remerciements, ce qui dans ce monde valait une annonce publique. Henri Vasseur avait lu l'article dans son bureau d'Écully et avait passé un coup de fil le jour même. Henri avait 61 ans, avait passé 4 décennies à construire et vendre des entreprises de logistique industrielle et était arrivé à un stade de sa vie financière où il investissait dans ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait de plus en plus, c'était le croisement entre une compétence mécanique rare et le marché privé de la restauration d'hypercars. Il avait rencontré Maxime pour déjeuner, posé un ensemble précis de questions, écouté attentivement les réponses et proposé une structure d'investissement dans les 30 jours. Roussel Hyperworks avait été constitué en entité distincte, capitalisée par l'intermédiaire d'un trust structuré autour des actifs prémaritaux du garage Roussel et de l'investissement privé d'Henri, avec un accord de partenariat qui imposait une stricte confidentialité concernant les clients et les valorisations pendant une période de 5 ans. La structure n'était pas conçue pour tromper Camille. Elle était conçue pour protéger une activité qui opérait dans un monde où la discrétion n'était pas une courtoisie, mais une condition. Les clients de Maxime ne voulaient pas que leurs acquisitions soient connues. Ils ne voulaient pas que leur nom figure dans des documents de justice. Le trust et les clauses de confidentialité étaient les standards dans ce milieu. Philippe Garnier, qui avait servi de directeur des opérations de la société depuis le début, comprenait Maxime mieux que la plupart des gens se permettèrent de le comprendre. Un soir de la 3e année de Roussel Hyperworks, quand la société avait déjà achevé 9 commandes et porté une liste d'attente de 14, Philippe s'était assis en face de Maxime dans le bureau du garage après le départ de tout le monde et avait dit ce qu'il pensait.
Tu pourrais entrer dans n'importe quelle pièce de cette ville derrière l'une de ces voitures, et on te traiterait autrement. Tu le sais. Maxime avait regardé le tableau de planning au mur, et n'avait rien dit un moment. Puis, c'est exactement pour ça que je ne le fais pas. Philippe avait hoché la tête. Il comprenait. Maxime ne voulait pas que Lucas grandisse en croyant que l'argent était une mesure du caractère. Il ne voulait pas que son fils apprenne que la bonne voiture dans l'allée changeait la façon dont les gens vous parlaient. Ou pire, qu'il l'apprenne et l'accepte comme l'ordre naturel des choses, à la façon de Camille. Il ne voulait pas devenir la version de lui-même que la famille Beaumont aurait approuvée, parce que cette version aurait exigé qu'il se débarrasse de tout ce qu'il avait rendu digne d'être connu au départ. Il ne voulait pas que Camille revienne vers lui après des années de distance, parce qu'elle aurait découvert un chiffre dans un document. Il voulait le bon moment, un moment honnête, où elle verrait qui il était, et ce qu'il avait construit et choisirait d'être curieuse plutôt que menacée. Le mariage avait manqué de temps avant que le moment n'arrive. Il avait probablement manqué de temps des années avant que l'un ou l'autre ne l'admette. L'appel était venu d'Élodie Martel un jeudi soir, 3 semaines après la médiation. Élodie traitait le droit de la famille et des patrimoines à Lyon depuis 19 ans. Et Maxime l'avait retenue après avoir signé la première convention, non pas parce qu'il avait l'intention de la contester, mais parce qu'il connaissait Julien Delorme depuis assez longtemps pour savoir que les accords de Julien restaient rarement signés. Le ton d'Élodie au téléphone était mesuré et direct. « Ils ont trouvé quelque chose », a-t-elle dit. Une référence à Roussel Hyperworks dans une publication spécialisée. Julien va soutenir que vous avez délibérément dissimulé des biens communs. Il demande au tribunal de geler et de réévaluer le tout. Maxime s'était assis dans son fauteuil de bureau et avait regardé la photo encadrée de Lucas à 8 ans, debout dans le box du garage, tenant une clé qu'il ne savait pas utiliser et souriant comme s'il l'avait inventée. « Ils vont dire que j'ai menti », avait dit Maxime. Élodie l'avait confirmé sans l'adoucir. « C'est l'argument. » Julien Delorme avait agi vite. Il avait déposé une requête en réouverture des opérations de divulgation patrimoniale et y avait joint un bref résumé de ce qu'il prétendait savoir. Que Maxime Roussel avait pendant le mariage construit et dissimulé une société de valeur significative, tout en laissant sa femme croire qu'il exploitait un petit garage et qu'il l'avait fait délibérément pour protéger ses actifs de la répartition équitable. La requête utilisait les mots dissimulation frauduleuse et tromperie systématique. Elle avait été déposée le matin et dans l'après-midi, Julien en avait partagé une version avec un journaliste de Palais qui avait écrit un petit article pour un service d'actualité juridique local. Le titre était prudent mais sans ambiguïté. Isabelle Beaumont l'avait lu au petit déjeuner et avait été furieuse de la façon particulière des gens à qui l'on montre qu'ils se sont trompés, tout en croyant que cela prouve qu'ils avaient raison. « Il a toujours caché quelque chose », avait-elle dit à Camille. « Je l'ai toujours dit. » Camille avait lu l'article 3 fois et n'avait pas trouvé en elle la colère nette que sa mère lui proposait. Ce qu'elle ressentait était plus compliqué. Le malaise précis de quelqu'un à qui l'on demande d'être certain d'une situation qu'il commence à soupçonner de n'avoir jamais comprise. Élodie avait passé 2 semaines à construire la réponse. La documentation était extensive et parfaitement propre. Roussel Hyperworks avait été constitué avant la médiation. Sa capitalisation provenait du trust familial Roussel et d'un investissement privé extérieur, aucun des deux n'ayant de lien avec les actifs Beaumont ou les fonds matrimoniaux. La chronologie de sa formation plaçait ses origines dans des outils, des contrats et des relations clients antérieures au mariage. Il y avait des traces de 2 occasions pendant le mariage où Maxime avait tenté d'expliquer à Camille l'existence des commissions de plus haute valeur du garage, et où Camille avait décliné toute discussion plus poussée les 2 fois. La seconde était documentée dans un bref échange de courriel dans lequel elle avait écrit « Je n'ai vraiment pas besoin que le garage soit plus que ce qu'il est. » Maxime avait imprimé ce courriel le jour où il était arrivé et l'avait classé sans rien lui en dire. Élodie avait passé le dossier en revue et avait dit calmement « Il savait. » Maxime n'avait rien répondu. Il savait depuis longtemps. Quand Élodie lui avait dit ce que Julien comptait dire à la presse et au tribunal, la réponse de Maxime avait été mesurée. Il avait dit qu'il n'était pas intéressé à détruire Julien Delorme. Il n'était pas intéressé à humilier Isabelle Beaumont devant un juge. Il voulait que le dossier soit rectifié, que l'héritage de sa famille soit protégé, et ensuite il voulait rentrer chez lui. Élodie l'avait regardé de l'autre côté de la table de conférence et avait dit
Ils ont transformé votre silence en aveu. Maintenant, vous devez laisser la vérité parler. Lucas avait rendu visite au garage ce week-end-là, et s'était assis sur l'établi pendant que son père réglait le ralenti d'une restauration de Ferrari 1984. Ils ont pris la maison, avait dit Lucas. Ils ont pris la voiture. Maintenant, ils essaient de prendre ce que grand-père a construit. Maxime avait regardé l'afficheur de synchronisation et avait fait un petit réglage. Personne ne peut prendre ce que tu as construit de tes propres mains si tu restes assez calme pour le protéger. Lucas était resté silencieux une minute, puis avait demandé s'il pouvait utiliser la clé dynamométrique. Maxime la lui avait tendue. Le tribunal judiciaire de Lyon se dressait place de la République, et le matin de l'audience, c'était un mardi clair et frais avec cette lumière qui fait que tout à Lyon semble fait pour être photographié. Camille était arrivée avec Isabelle et Julien, et un second avocat du cabinet de Julien, et ils avaient traversé l'entrée principale de la façon coordonnée de gens qui se sont mis d'accord sur ce à quoi la journée est censée ressembler. La mallette de Julien était chère. Isabelle portait un manteau qui annonçait son prix à la façon de certains vêtements. Il s'était dirigé vers le hall devant la salle d'audience assignée et avait attendu. Et Julien avait fait une remarque au second avocat destiné à l'air général du couloir sur la qualité de la représentation juridique de Maxime et la difficulté de défendre une position fondée sur une omission délibérée. Un journaliste freelance local qui couvrait les audiences de droit de la famille avait été prévenu de l'audience et se tenait à distance respectueuse avec un carnet. Ils entendirent le moteur avant de voir la voiture. C'était un son qui n'appartenait pas au registre des matins de tribunal, ni le grincement diesel des camions de livraison, ni le ralenti des bus, mais quelque chose de plus bas et de plus délibéré. Une voix mécanique qui portait une autorité particulière. La Bugatti Chiron Supersport descendit le quai et s'arrêta le long du trottoir devant les marches du tribunal, dans une couleur qui existait quelque part entre le bleu nuit et le noir, changeante dans la lumière du matin, à mesure que le véhicule ralentissait et s'immobilisait. Elle occupait l'espace visuel de la rue de la façon dont très peu de choses le font, avec une plénitude qui rendait tout autour d'elle un peu moins abouti. Le chauffeur était descendu et avait ouvert la portière arrière. Maxime Roussel était sorti de la voiture lui-même, sans hâte, vêtu d'un costume anthracite bien coupé sans être théâtral. Il n'avait pas regardé autour pour évaluer la réaction. Il avait redressé sa veste et s'était tenu sur le trottoir pendant qu'Élodie Martel descendait derrière lui, suivie d'Henri Vasseur, puis de Philippe Garnier, qui portait une mallette de documents et avait l'expression d'un homme qui avait traversé bien des salles et n'était pas impressionné par celle-ci. Isabelle Beaumont avait vu la voiture depuis les marches du tribunal et était restée complètement immobile. Julien s'était détourné de sa conversation avec le second avocat, avait regardé la voiture, regardé Maxime, et s'était visiblement recalibré. Le journaliste freelance avait levé son téléphone. Camille, légèrement en retrait derrière sa mère, avait ressenti cette qualité particulière de silence qui tombe sur un lieu quand quelque chose s'est produit qui ne peut plus être défait. Julien s'était repris le premier, parce que la profession de Julien exigeait de se reprendre vite, et il avait dit à personne en particulier « Ce pourrait être une location ». Henri Vasseur était assez près pour l'entendre. Il avait regardé Julien avec la patience impassible d'un homme qui a passé des décennies à mesurer les évaluations des autres hommes contre la réalité et à trouver l'écart instructif. « Ce n'est pas une location, avait dit Henri. C'est l'une des voitures que Maxime a restaurées, et j'ai payé plus qu'un tarif de location pour le privilège de me tenir à côté de lui aujourd'hui. Julien n'avait rien dit. Le journaliste avait noté quelque chose. Maxime était monté les marches du tribunal sans regarder à nouveau la Bugatti. Il ne l'avait pas amenée pour le spectacle. La voiture devait se rendre à un événement privé de collectionneurs à Vienne cet après-midi-là, et Henri avait suggéré, avec la même franchise pragmatique qui caractérisait toutes ses suggestions, qu'arriver au tribunal en camionnette alors que Julien Delorme avait passé 3 semaines à présenter publiquement Maxime comme un fraudeur était une forme d'excuse que Maxime n'avait pas mérité d'avoir à offrir. Élodie avait été d'accord. Maxime avait compris qu'ils avaient raison sans prendre plaisir à la démonstration. Il avait passé les portes du tribunal et en avait tenu une ouverte un instant pour un homme plus âgé qui entrait derrière lui. Et c'était l'image que le journaliste avait capturée. Non pas la voiture, non pas le costume, mais un homme qui tenait une porte. Camille l'avait regardé partir. Puis elle avait regardé la Bugatti au bord du trottoir, brillant calmement dans le matin lyonnais.
Puis elle avait regardé ses propres mains, et pour des raisons qu'elle ne pouvait pas expliquer immédiatement, elle avait pensé à cet après-midi d'il y a des années où elle était restée sous la pluie sous l'auvent d'un garage de la route de Grenoble, et où un homme en chemise de travail lui avait tendu un café d'un thermos de station-service et lui avait dit que le moteur allait bien et qu'elle allait s'en sortir. La salle d'audience était plus petite que ne le justifiait l'occasion. Madame la juge Sophie Renaud avait à Lyon la réputation en droit de la famille d'avancer les procédures avec efficacité et de ne tolérer ni les théâtres procéduraux, ni les effets de manche de part et d'autre. Elle avait commencé l'audience en confirmant le périmètre de la requête dont elle était saisie et en invitant Julien Delorme à exposer sa thèse avec brièveté. Julien était un avocat habile, et sa plaidoirie d'ouverture était soigneusement construite. Il avait décrit un schéma de dissimulation s'étendant sur près d'une décennie de mariage, au cours de laquelle Maxime Roussel s'était présenté à sa femme et à sa famille comme un homme de moyens modestes, exploitant un petit atelier de réparation automobile, tout en développant simultanément une société de valeur substantielle. Il avait soutenu que la convention initiale avait été conclue dans des conditions de fausse représentation matérielle. Il avait demandé au tribunal de geler tous les actifs associés à Roussel Hyperworks dans l'attente d'une divulgation financière complète et d'un réexamen de la répartition équitable. Il avait utilisé l'expression mauvaise foi 4 fois. Élodie Martel s'était levée pour répondre et avait été méthodique d'une façon que Julien n'avait pas anticipée, parce que Julien s'attendait à de l'émotion et avait reçu de l'architecture. Elle avait commencé par présenter la documentation du trust établissant les origines de Roussel Hyperworks dans les actifs prémaritaux de la famille Roussel, le bien immobilier du garage, les contrats clients existants, l'inventaire d'outils et d'équipements qui avaient été formellement expertisés et placés dans le trust familial avant la signature de l'acte de mariage. Elle avait présenté l'accord d'investissement avec Henri Vasseur, qui avait été structuré avec des exigences de confidentialité spécifiques que Maxime avait honorées comme une obligation contractuelle, non comme un choix personnel. Elle avait présenté la chronologie du développement de la société, croisée avec les dates du mariage, et la provenance de chaque apport de capital, dont aucun ne remontait à des fonds Beaumont ou à des biens accumulés conjointement pendant le mariage. Puis elle avait présenté les 2 occasions documentées, où Maxime avait tenté de partager des informations sur le travail de plus haute valeur du garage et avait été activement dissuadé de le faire par sa femme. Philippe Garnier avait témoigné pendant 22 minutes et n'avait pas été ébranlé en contre-interrogatoire parce qu'il n'y avait rien dans ce qu'il disait qui fût faux, ou que Julien Delorme eut les moyens de contredire. Il avait décrit un homme qui travaillait 16 et parfois 18 heures par jour dans un espace qu'Isabelle Beaumont avait appelé, lors d'une occasion enregistrée à un dîner de famille, un hobby pour les gens sans vraies ambitions. Il avait décrit le soin avec lequel les finances de la société avaient été séparées des fonds matrimoniaux dès le début, non comme une stratégie pour un éventuel contentieux, mais parce que Maxime avait voulu que l'héritage de sa famille reste l'héritage de sa famille, et ne devienne pas une source de conflit dans un mariage qu'il croyait alors construire. Philippe avait dit, de la voix mesurée d'un homme qui choisit ses mots comme Maxime choisissait ses outils. Il n'a pas caché une société à sa femme. Il a construit quelque chose dans l'espace dont elle avait clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas le regarder. Julien avait tenté de reformuler l'argument en contre-interrogatoire, et pendant quelques minutes la procédure avait eu la qualité d'un débat où l'un des participants a réalisé qu'il a mal lu la salle. Il avait demandé directement à Maxime pourquoi, si l'entreprise était légitime et la séparation des actifs propres, il n'avait pas informé sa femme de la valeur de la société à aucun moment pendant le mariage. Maxime avait regardé Julien Delorme un instant avant de répondre, la même attention calme et sans hâte qu'il accordait à un problème qu'il avait décidé de résoudre plutôt que de subir. « J'ai essayé », avait-il dit. Chaque fois que je commençais à expliquer le garage, elle l'entendait comme moi qui défendais quelque chose de petit. Après un moment, j'ai compris qu'elle avait décidé de ce que j'étais, et que rien de ce que je dirais de ce côté-là ne changerait cela. Je ne cachais pas la société, j'attendais une conversation qu'elle avait cessé de vouloir avoir. Julien avait insisté. Donc votre position est que vous avez signé une convention abandonnant tout en sachant que vous valiez considérablement plus, et que c'était un acte de bonne foi ? Maxime avait répondu. J'ai signé parce que rien sur cette table ne valait la peine de se battre. Mais je ne vais laisser personne prendre ce que mon père a construit et ce que j'ai passé 12 ans à faire grandir et l'appeler bien matrimonial simplement parce que c'est gênant que cela m'appartienne. La salle était silencieuse de la façon dont elle l'est quand quelque chose a été dit qui n'exige pas d'ajout.
Madame la juge Renaud avait regardé par-dessus ses lunettes de lecture la table de Julien et avait demandé si la partie adverse avait d'autres témoins. Julien avait dit que non. La juge avait pris une note et avait ordonné une courte suspension. À la reprise, elle avait rendu ses conclusions du banc avec une économie qui correspondait à sa réputation. Roussel Hyperworks était un bien prémarital détenu dans un trust familial valablement structuré, et aucune preuve n'avait été apportée que des fonds matrimoniaux eussent contribué à sa capitalisation ou à son développement. La requête en gel et réévaluation était rejetée. La convention de règlement initiale demeurait, avec des ajustements mineurs aux dispositions de responsabilité partagée qu'Élodie avait demandées pour d'autres raisons. Elle avait noté que la requête semblait avoir été déposée sur la base de conjectures publiques plutôt que de preuves documentaires, et elle avait adressé une remarque à Julien concernant l'attente du tribunal que les allégations de dissimulation d'actifs satisfassent un standard de preuve plus élevé avant d'être introduites au dossier. Julien s'était tenu très droit et avait dit « Compris, Madame la Présidente ». Isabelle n'avait pas parlé pendant la sortie de la salle d'audience. Pour la première fois en 18 ans de rencontre avec Maxime Roussel dans diverses configurations de conflits familiaux, elle n'avait rien à lui dire. Ce silence était en soi une sorte de verdict. Camille avait trouvé Maxime dans le couloir à l'extérieur de la salle, debout près d'une fenêtre qui donnait sur la rue où la Bugatti était toujours stationnée. Elle était venue seule, sans Julien ni sa mère. Elle n'avait pas prévu ce qu'elle allait dire, ce qui voulait dire qu'elle avait dit la chose qu'elle voulait vraiment. Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu n'avais rien ? Maxime l'avait regardée un moment. La colère contre laquelle elle s'était préparée n'était pas là. La satisfaction qu'elle aurait pu craindre n'était pas là non plus. Ce qui était là, c'était l'épuisement particulier de quelqu'un qui a passé longtemps à être mal lu et qui a finalement cessé d'essayer de corriger. « Je ne t'ai pas laissé le croire », avait-il dit. « Tu as trouvé plus facile de le croire, et j'ai fait l'erreur de ne pas le combattre. » Camille avait regardé la voiture dehors. « Je ne savais pas que tu étais ça », avait-elle dit, et Maxime Roussel était assis dans la salle de médiation pour le divorce, vêtu d'une veste en jean usée. Les plis de ses jointures étaient encore assombris par de la graisse moteur qu'il n'avait pas tout à fait réussi à nettoyer. Devant lui, sur la table de conférence polie, reposait un document qui détaillait dans un langage juridique précis exactement ce peu de choses avec lesquelles il repartirait. Pas de maison, pas de véhicule en commun, pas de compte d'investissement conjoint. Aucune prétention sur le patrimoine familial Beaumont accumulé sur 3 générations. Julien Delorme, l'avocat de sa future ex-femme, lui fit glisser un stylo à travers la table et laissa un mince sourire se poser au coin de sa bouche. Au moins vous comprenez que vous n'avez rien à défendre ici. Camille Beaumont tourna le visage vers la fenêtre. Maxime saisit le stylo. 3 semaines plus tard, il descendait d'une Bugatti devant le tribunal judiciaire de Lyon. Et toutes les personnes qui avaient souri en voyant sa signature restèrent complètement silencieuses. Quel genre d'homme signe presque tout et se présente ensuite à l'audience finale dans l'une des voitures les plus rares de la planète. Les bureaux de Beaumont et Delorme occupaient le 14e étage d'un immeuble de la rue de la République, à Lyon. Et tout, dans cet espace, était conçu pour faire se sentir petits certains hommes. La moquette était épaisse et gris anthracite, du genre qui absorbe les sons. La table de conférence en acajou poli était assez longue pour accueillir une 12aine de personnes, même si ce mardi matin-là, seuls 6 sièges étaient occupés. Les baies vitrées du mur sud donnaient sur le ciel de la ville et la lumière d'automne y tombait d'une façon qui rendait Lyon lisse et ordonné. Maxime Roussel était assis d'un côté de la table. Il était venu seul. Il avait garé sa camionnette dans le parking public du coin et avait marché 3 rues dans la même veste qu'il portait au travail, parce que c'était la seule qu'il possédait, et qu'il n'était pas homme à s'habiller pour les attentes des autres. Ses mains reposaient à plat sur la table, et si la graisse encore légèrement visible à la base de son ongle gauche dérangeait quelqu'un dans la pièce, il n'en montra rien. En face de lui se tenait Camille Beaumont, qui n'avait plus été Camille Roussel pour aucune raison pratique depuis plus d'1 an. À côté d'elle, le dos droit et le visage fermé, était assise sa mère, Isabelle Beaumont, une femme qui portait l'argent de sa famille comme d'autres portant une religion, avec calme et la certitude absolue que cela la rendait juste. Julien Delorme rangeait ses documents avec la lenteur exercée d'un homme qui facture à l'heure et n'a aucune raison de se presser. Le projet de convention était exhaustif,
et le langage précis de la façon dont les documents juridiques sont précis quand ils sont rédigés entièrement au profit d'une seule partie. Camille conserverait la maison du boulevard des Belges. Elle conserverait le portefeuille d'investissement commun qui avait en partie grandi grâce aux apports de la famille Beaumont que sa mère avait fournis dans les premières années. Elle conserverait le Range Rover et l'Audi, tous deux immatriculés à son nom. Maxime recevrait ses outils personnels, ses vêtements, le matériel de son atelier, et le droit légal de continuer à exploiter le petit garage de l'avenue Jean Jaurès qui était dans la famille Roussel depuis des décennies. Il ne recevrait aucun règlement financier, aucune prétention sur les holdings Beaumont, et aucun intérêt dans aucun bien accumulé pendant le mariage grâce aux sources Beaumont. Isabelle laissa le silence après la lecture de Julien s'installer un moment avant de parler. Au moins cette fois vous comprenez la différence entre ce qui appartient à cette famille et ce qui n'en fait pas partie, dit-elle. Son ton portait cette précision calculée pour toucher sans en avoir l'air. Vous êtes entré dans la vie de Camille depuis un garage. Vous en repartez de la même façon. Ce n'est pas une tragédie. C'est simplement de l'honnêteté. Maxime écouta. Il ne répondit pas à Isabelle. Il tourna les pages de la convention à son rythme, lisant chaque clause avec la même attention soutenue qu'il accordait à un schéma quand quelque chose ne collait pas tout à fait. Julien prit le silence pour de l'hésitation et avança pour appuyer son avantage, se penchant légèrement. Vous êtes un mécanicien. Un bon, peut-être. Mais cette famille a construit quelque chose de réel, et aucun tribunal ne vous récompensera pour 18 ans passés dans l'ombre de quelqu'un d'autre en appelant cela un mariage. Signez les papiers, et cela se terminera proprement. Camille ne regarda pas Maxime. Elle ne l'avait pas regardé depuis qu'ils étaient entrés. Quand Maxime reposa le stylo après avoir signé, la réaction dans la pièce fut une surprise particulière. Celle qui survient quand les gens se sont préparés à un combat et s'en voient soudain privés. Julien s'attendait à des arguments. Il avait préparé des contre-arguments. Il avait une liste des insuffisances de Maxime prête à servir de levier si nécessaire. Isabelle s'attendait à des larmes ou de la colère ou une version quelconque d'orgueil masculin blessé qu'elle pourrait cataloguer et raconter plus tard à table. Au lieu de cela, Maxime referma simplement le document, l'aligna contre la table et dit calmement « Je n'ai pas besoin de m'accrocher à des choses qui n'ont jamais vraiment été à moi. » Il se leva, boutonna sa veste et marcha jusqu'à la porte. Dans le couloir, il ne s'arrêta pas. Il prit l'ascenseur jusqu'au hall, retraversa l'air gris d'octobre jusqu'au parking public et reprit sa camionnette en direction de l'atelier. Camille le regarda partir depuis la fenêtre du 14e étage, même si elle ne le dit à personne. Elle avait voulu qu'il soit en colère. Elle était arrivée préparée à la version de Maxime que sa mère avait prédite. Sur la défensive, blessé, avidité. Au lieu de cela, il avait été exactement lui-même, sans hâte et silencieux de la façon qu'elle avait autrefois trouvée magnétique, et qu'elle s'était ensuite convaincue n'être qu'un manque d'ambition. Son calme la déstabilisait d'une manière pour laquelle elle n'avait pas encore de mots. Plus tard dans la soirée, son téléphone afficha un message de Lucas, leur fils, 18 ans, et en première année à l'université Lyon 2, qui avait d'abord écrit à son père puis à elle. La réponse de Maxime à Lucas avait été brève. « Je vais bien. Je viens juste de poser quelque chose de lourd. » Lucas lui montra le message. Camille le lut 2 fois et ne dit rien. 18 ans plus tôt, Camille Beaumont conduisait une Mercedes de location sur un tronçon de la route de Grenoble sous une fine bruine quand le moteur avait affiché un code défaut et que la direction était devenue molle. Elle s'était arrêtée sur un parking en gravier devant un garage dont l'enseigne peinte à la main au-dessus des portes de box disait « Roussel Restauration Automobile ». Elle avait 24 ans et terrifiée à l'idée d'être en panne et en retard à un dîner auquel elle n'avait pas particulièrement envie d'aller. Maxime Roussel était sorti du 2e box en s'essuyant les mains sur un chiffon rouge d'atelier, avait jeté un coup d'œil à la voiture et lui avait dit que c'était un problème de capteur qu'il pouvait résoudre en 20 minutes. Il avait refusé de la faire payer. Quand elle avait demandé pourquoi, il avait répondu qu'il allait pleuvoir dans une dizaine de minutes et qu'il n'allait pas laisser une femme attendre une dépanneuse sous la pluie en chemisier de soie. Elle avait ri malgré elle, et la pluie était tombée exactement comme il l'avait prédit. Ils étaient restés sous l'auvent du garage, et avaient en parlé 1 heure de choses qu'elle ne se rappelait plus entièrement ensuite, mais dont elle se souvenait qu'elles avaient assez fait du bien à dire.
Elle était tombée amoureuse de lui au cours des 6 mois suivants, malgré tous les instincts que son éducation avait affinés. Sa mère avait appelé cela une phase. Son père, plus mesuré, avait dit que c'était compréhensible mais déconseillé. Julien Delorme, déjà conseiller juridique de la famille Beaumont à 30 ans, avait dit à Camille un jour à déjeuner que Maxime semblait un homme bien qui ne comprenait simplement pas le monde dans lequel il essayait d'entrer. Camille avait ignoré tout cela et avait épousé Maxime un samedi de mai lors d'une petite cérémonie au garage, parce que c'était là qu'elle l'avait rencontré et qu'elle voulait commencer là. Les premières années avaient été réellement heureuses. Elle l'aidait à classer les factures. Il lui apprenait ce que signifiaient les différents bruits de moteur. Il dînait tard sur l'établi quand il avait une restauration difficile, et elle s'asseyait en face de lui à lire pendant qu'il travaillait, et aucun des deux ne trouvait cela étrange. Mais la carrière de Camille dans le conseil en architecture avait grandi, et avec elle un monde social qui avait sa propre grammaire et sa propre hiérarchie. Elle s'était mise à éditer Maxime avant de le présenter. Elle avait commencé à lui demander de ne pas venir en habit de travail aux événements de son cabinet, même quand il arrivait directement du garage. Elle avait cessé de mentionner qu'il restaurait des voitures quand des collègues demandaient ce que faisait son mari, et disait vaguement qu'il dirigeait sa propre entreprise. Elle avait grincé des dents quand il venait chez sa mère avec sa camionnette et la garait dans le cercle d'entrée. Elle avait commencé à absorber le récit de sa famille par petits degrés. Que Maxime était correct mais limité, que son monde était petit, que le garage était un hobby qui s'était solidifié en identité plutôt qu'un véritable métier. Ce qu'elle ne savait pas, parce que Maxime avait signé des accords de confidentialité qu'il respectait complètement, c'est que le garage avait depuis longtemps cessé d'être simplement un garage. Maxime avait essayé, 2 fois, d'expliquer qu'il y avait des contrats dont il ne pouvait pas parler. Les 2 fois, elle avait soupiré et changé de sujet, et il avait compris, sans amertume, qu'elle avait cessé d'écouter tout ce qui commençait par une conversation sur l'atelier. Monique Roussel, la mère de Maxime, avait appelé son fils un dimanche soir, 2 ans avant la fin du mariage, et lui avait dit ce qu'elle retenait depuis longtemps. Si une femme ne te respecte que quand tu brilles, elle ne t'a pas vu. Elle a vu le reflet de ce qu'elle voulait trouver. Maxime lui avait dit qu'il comprenait. Il comprenait. Mais il avait aussi cru plus longtemps qu'il n'était sage, que le bon moment pour tout expliquer arriverait naturellement, que Camille poserait la bonne question, et qu'il pourrait enfin y répondre. Il avait répété des versions de cette conversation dans sa tête à l'établi tard le soir, quand le garage était fermé et silencieux, et que la seule lumière venait d'une lampe baladeuse au-dessus du moteur sur lequel il travaillait. Il l'avait imaginé se pencher, réellement curieuse, lui demandant de lui montrer ce que disaient vraiment les contrats, de comprendre ce qu'Henri Vasseur avait vu qu'elle avait manqué. La conversation n'avait jamais eu lieu. Camille avait cessé de poser des questions sur le garage vers la 9e année de leur mariage, et vers la 12e, elle écoutait Julien Delorme expliquer que le manque de visibilité professionnelle de son mari était une forme de stagnation qu'elle ne devait pas être obligée d'accommoder indéfiniment. Elle n'avait pas discuté. Elle avait hoché la tête, et ce hochement avait coûté plus à Maxime que les papiers du divorce ne le feraient jamais. Le garage Roussel de l'avenue Jean Jaurès avait été construit par le grand-père de Maxime dans les années 1950 comme atelier de réparation générale, transformé par son père en espace de restauration spécialisé dans les années 1980, et hérité par Maxime à 26 ans quand ses parents s'étaient retirés dans le sud. Ce que Maxime avait hérité n'était pas seulement un bâtiment et un jeu d'outils. Il avait hérité d'une liste de clients assemblés sur 2 générations, collectionneurs, gestionnaires de succession, historiens de l'automobile, et d'une réputation dans un monde précis et rare pour faire un travail que la plupart des ateliers n'osaient pas tenter et que presque aucun ne savait exécuter correctement. Il avait un don véritablement rare, la capacité d'entendre un problème dans un moteur avant qu'il puisse être mesuré, de reconstruire la provenance d'un véhicule à partir des seules preuves physiques, de prendre une voiture négligée, endommagée ou partiellement dépouillée et de la ramener à un état qui n'était pas seulement fonctionnel, mais historiquement exact. Il travaillait sur des choses que d'autres mécaniciens photographiaient et n'osaient pas toucher. La commande décisive était arrivée 8 ans après le mariage. Un collectionneur privé près de Marseille avait acquis une Bugatti EB110 de 1992 qui avait dormi en stockage climatisé pendant plus d'une décennie après une restauration bâclée qui l'avait laissée mécaniquement peu fiable et cosmétiquement compromise, d'une façon qui exigeait de comprendre non seulement ce qu'était la voiture, mais ce qu'elle avait été destinée à être. 3 ateliers spécialisés en Europe l'avaient examinée et avaient décliné.
Un contact commun dans le monde des collectionneurs avait donné le numéro de Maxime au propriétaire. Maxime avait conduit jusqu'à Marseille un mercredi, passé 6 heures avec la voiture, et rappelé le jeudi matin avec un diagnostic précis et un délai estimé. Il avait terminé le travail en 14 mois. Et quand la voiture était sortie pour la dernière fois du garage de l'avenue Jean Jaurès, elle n'était pas restaurée dans l'état où elle avait quitté l'usine. Elle était restaurée dans ce que l'usine avait imaginé. Une distinction que seule une poignée de personnes dans le monde était équipée pour apprécier. La voiture avait ensuite été présentée dans une revue privée de collectionneurs sous le titre La résurrection d'un fantôme, et le nom de Maxime figurait dans les remerciements, ce qui dans ce monde valait une annonce publique. Henri Vasseur avait lu l'article dans son bureau d'Écully et avait passé un coup de fil le jour même. Henri avait 61 ans, avait passé 4 décennies à construire et vendre des entreprises de logistique industrielle, et était arrivé à un stade de sa vie financière où il investissait dans ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, de plus en plus, c'était le croisement entre une compétence mécanique rare et le marché privé de la restauration d'hypercars. Il avait rencontré Maxime pour déjeuner, posé un ensemble précis de questions, écouté attentivement les réponses et proposé une structure d'investissement dans les 30 jours. Roussel Hyperworks avait été constitué en entité distincte, capitalisée par l'intermédiaire d'un trust structuré autour des actifs prémaritaux du garage Roussel et de l'investissement privé d'Henri, avec un accord de partenariat qui imposait une stricte confidentialité concernant les clients et les valorisations pendant une période de 5 ans. La structure n'était pas conçue pour tromper Camille. Elle était conçue pour protéger une activité qui opérait dans un monde où la discrétion n'était pas une courtoisie, mais une condition. Les clients de Maxime ne voulaient pas que leurs acquisitions soient connues. Ils ne voulaient pas que leur nom figure dans des documents de justice. Le trust et les clauses de confidentialité étaient standards dans ce milieu. Philippe Garnier, qui avait servi de directeur des opérations de la société depuis le début, comprenait Maxime mieux que la plupart des gens se permettèrent de le comprendre. Un soir de la 3e année de Roussel Hyperworks, quand la société avait déjà achevé 9 commandes et portait une liste d'attente de 14, Philippe s'était assis en face de Maxime dans le bureau du garage après le départ de tout le monde et avait dit ce qu'il pensait. « Tu pourrais entrer dans n'importe quelle pièce de cette ville derrière l'une de ces voitures, et on te traiterait autrement. Tu le sais. » Maxime avait regardé le tableau de planning au mur et n'avait rien dit un moment. Puis, « C'est exactement pour ça que je ne le fais pas. » Philippe avait hoché la tête. Il comprenait. Maxime ne voulait pas que Lucas grandisse en croyant que l'argent était une mesure du caractère. Il ne voulait pas que son fils apprenne que la bonne voiture dans l'allée changeait la façon dont les gens vous parlaient. Ou pire, qu'il l'apprenne et l'accepte comme l'ordre naturel des choses, à la façon de Camille. Il ne voulait pas devenir la version de lui-même que la famille Beaumont aurait approuvée, parce que cette version aurait exigé qu'il se débarrasse de tout ce qui l'avait rendu digne d'être connu au départ. Il ne voulait pas que Camille revienne vers lui après des années de distance parce qu'elle aurait découvert un chiffre dans un document. Il voulait le bon moment, un moment honnête, où elle verrait qui il était et ce qu'il avait construit et choisirait d'être curieuse plutôt que menacée. Le mariage avait manqué de temps avant que le moment n'arrive. Il avait probablement manqué de temps des années avant que l'un ou l'autre ne l'admette. L'appel était venu d'Élodie Martel un jeudi soir, 3 semaines après la médiation. Élodie traitait le droit de la famille et des patrimoines à Lyon depuis 19 ans, et Maxime l'avait retenue après avoir signé la première convention, non pas parce qu'il avait l'intention de la contester, mais parce qu'il connaissait Julien Delorme depuis assez longtemps pour savoir que les accords de Julien restaient rarement signés. Le ton d'Élodie au téléphone était mesuré et direct. « Ils ont trouvé quelque chose », a-t-elle dit. Une référence à Roussel Hyperworks dans une publication spécialisée. Julien va soutenir que vous avez délibérément dissimulé des biens communs. Il demande au tribunal de geler et de réévaluer le tout. Maxime s'était assis dans son fauteuil de bureau et avait regardé la photo encadrée de Lucas à 8 ans, debout dans le box du garage, tenant une clé qu'il ne savait pas utiliser et souriant comme s'il l'avait inventée. « Ils vont dire que j'ai menti », avait dit Maxime. Élodie l'avait confirmé sans l'adoucir. C'est l'argument. Julien Delorme avait agi vite. Il avait déposé une requête en réouverture des opérations de divulgation patrimoniale et y avait joint un bref résumé de ce qu'il prétendait savoir. Que Maxime Roussel avait pendant le mariage construit et dissimulé une société de valeur significative, tout en laissant sa femme croire qu'il exploitait un petit garage, et qu'il l'avait fait délibérément pour protéger ses actifs de la répartition équitable. La requête utilisait les mots dissimulation frauduleuse et tromperie systématique.
Elle avait été déposée le matin, et dans l'après-midi, Julien en avait partagé une version avec un journaliste de Palais qui avait écrit un petit article pour un service d'actualité juridique local. Le titre était prudent mais sans ambiguïté. Isabelle Beaumont l'avait lu au petit déjeuner et avait été furieuse de la façon particulière des gens à qui l'on montre qu'ils se sont trompés tout en croyant que cela prouve qu'ils avaient raison. Il a toujours caché quelque chose, avait-elle dit à Camille. Je l'ai toujours dit. Camille avait lu l'article 3 fois et n'avait pas trouvé en elle la colère nette que sa mère lui proposait. Ce qu'elle ressentait était plus compliqué. Le malaise précis de quelqu'un à qui l'on demande d'être certain d'une situation qu'il commence à soupçonner de n'avoir jamais comprise. Élodie avait passé 2 semaines à construire la réponse. La documentation était extensive et parfaitement propre. Roussel Hyperworks avait été constitué avant la médiation. Sa capitalisation provenait du trust familial Roussel et d'un investissement privé extérieur, aucun des deux n'ayant de lien avec les actifs Beaumont ou les fonds matrimoniaux. La chronologie de sa formation plaçait ses origines dans des outils, des contrats et des relations clients antérieures au mariage. Il y avait des traces de 2 occasions pendant le mariage où Maxime avait tenté d'expliquer à Camille l'existence des commissions de plus haute valeur du garage, et où Camille avait décliné toute discussion plus poussée les 2 fois. La seconde était documentée dans un bref échange de courriel dans lequel elle avait écrit « Je n'ai vraiment pas besoin que le garage soit plus que ce qu'il est. » Maxime avait imprimé ce courriel le jour où il était arrivé et l'avait classé sans rien lui en dire. Élodie avait passé le dossier en revue et avait dit calmement « Il savait. » Maxime n'avait rien répondu. Il savait depuis longtemps. Quand Élodie lui avait dit ce que Julien comptait dire à la presse et au tribunal, la réponse de Maxime avait été mesurée. Il avait dit qu'il n'était pas intéressé à détruire Julien Delorme. Il n'était pas intéressé à humilier Isabelle Beaumont devant un juge. Il voulait que le dossier soit rectifié, que l'héritage de sa famille soit protégé, et ensuite il voulait rentrer chez lui. Élodie l'avait regardé de l'autre côté de la table de conférence et avait dit « Ils ont transformé votre silence en aveu. Maintenant, vous devez laisser la vérité parler. » Lucas avait rendu visite au garage ce week-end-là et s'était assis sur l'établi pendant que son père réglait le ralenti d'une restauration de Ferrari 1984. « Ils ont pris la maison, » avait dit Lucas. « Ils ont pris la voiture. Maintenant, ils essaient de prendre ce que grand-père a construit. » Maxime avait regardé l'afficheur de synchronisation et avait fait un petit réglage. « Personne ne peut prendre ce que tu as construit de tes propres mains si tu restes assez calme pour le protéger. » Lucas était resté silencieux 1 minute, puis avait demandé s'il pouvait utiliser la clé dynamométrique. Maxime la lui avait tendue. Le tribunal judiciaire de Lyon se dressait place de la République, et le matin de l'audience, c'était un mardi clair et frais avec cette lumière qui fait que tout à Lyon semble fait pour être photographié. Camille était arrivée avec Isabelle et Julien, et un second avocat du cabinet de Julien, et ils avaient traversé l'entrée principale de la façon coordonnée de gens qui se sont mis d'accord sur ce à quoi la journée est censée ressembler. La mallette de Julien était chère. Isabelle portait un manteau qui annonçait son prix à la façon de certains vêtements. Il s'était dirigé vers le hall devant la salle d'audience assignée et avait attendu. Et Julien avait fait une remarque au second avocat destinée à l'air général du couloir sur la qualité de la représentation juridique de Maxime et la difficulté de défendre une position fondée sur une omission délibérée. Un journaliste freelance local qui couvrait les audiences de droit de la famille avait été prévenu de l'audience et se tenait à distance respectueuse avec un carnet. Ils entendirent le moteur avant de voir la voiture. C'était un son qui n'appartenait pas au registre des matins de tribunal, ni le grincement diesel des camions de livraison, ni le ralenti des bus, mais quelque chose de plus bas et de plus délibéré. Une voix mécanique qui portait une autorité particulière. La Bugatti Chiron Supersport descendit le quai et s'arrêta le long du trottoir devant les marches du tribunal, dans une couleur qui existait quelque part entre le bleu nuit et le noir, changeante dans la lumière du matin à mesure que le véhicule ralentissait et s'immobilisait. Elle occupait l'espace visuel de la rue de la façon dont très peu de choses le font, avec une plénitude qui rendait tout autour d'elle un peu moins abouti. Le chauffeur était descendu et avait ouvert la portière arrière. Maxime Roussel était sorti de la voiture lui-même, sans hâte, vêtu d'un costume anthracite bien coupé sans être théâtral. Il n'avait pas regardé autour pour évaluer la réaction. Il avait redressé sa veste
et s'était tenu sur le trottoir pendant qu'Élodie Martel descendait derrière lui, suivie d'Henri Vasseur, puis de Philippe Garnier, qui portait une mallette de documents et avait l'expression d'un homme qui avait traversé bien des salles, et n'était pas impressionné par celle-ci. Isabelle Beaumont avait vu la voiture depuis les marches du tribunal et était restée complètement immobile. Julien s'était détourné de sa conversation avec le second avocat, avait regardé la voiture, regardé Maxime, et s'était visiblement recalibré. Le journaliste freelance avait levé son téléphone. Camille, légèrement en retrait derrière sa mère, avait ressenti cette qualité particulière de silence qui tombe sur un lieu quand quelque chose s'est produit qui ne peut plus être défait. Julien s'était repris le premier, parce que la profession de Julien exigeait de se reprendre vite, et il avait dit à personne en particulier « Ce pourrait être une location ». Henri Vasseur était assez près pour l'entendre. Il avait regardé Julien avec la patience impassible d'un homme qui a passé des décennies à mesurer les évaluations des autres hommes contre la réalité, et à trouver l'écart instructif. « Ah, ce n'est pas une location », avait dit Henri. « C'est l'une des voitures que Maxime a restaurées, et j'ai payé plus qu'un tarif de location pour le privilège de me tenir à côté de lui aujourd'hui. » Julien n'avait rien dit. Le journaliste avait noté quelque chose. Maxime était monté les marches du tribunal sans regarder à nouveau la Bugatti. Il ne l'avait pas amenée pour le spectacle. La voiture devait se rendre à un événement privé de collectionneurs à Vienne cet après-midi-là. Et Henri avait suggéré, avec la même franchise pragmatique qui caractérisait toutes ses suggestions, qu'arriver au tribunal en camionnette, alors que Julien Delorme avait passé 3 semaines à présenter publiquement Maxime comme un fraudeur, était une forme d'excuse que Maxime n'avait pas mérité d'avoir à offrir. Élodie avait été d'accord. Maxime avait compris qu'ils avaient raison sans prendre plaisir à la démonstration. Il avait passé les portes du tribunal et en avait tenu une ouverte un instant pour un homme plus âgé qui entrait derrière lui. Et c'était l'image que le journaliste avait capturée. Non pas la voiture, non pas le costume, mais un homme qui tenait une porte. Camille l'avait regardé partir. Puis elle avait regardé la Bugatti au bord du trottoir, brillant calmement dans le matin lyonnais. Puis elle avait regardé ses propres mains, et pour des raisons qu'elle ne pouvait pas expliquer immédiatement, elle avait pensé à cet après-midi d'il y a des années, où elle était restée sous la pluie sous l'auvent d'un garage de la route de Grenoble, et où un homme en chemise de travail lui avait tendu un café d'un thermos de station-service, et lui avait dit que le moteur allait bien et qu'elle allait s'en sortir. La salle d'audience était plus petite que ne le justifiait l'occasion. Madame la juge Sophie Renaud avait à Lyon la réputation en droit de la famille d'avancer les procédures avec efficacité et de ne tolérer ni les théâtres procéduraux, ni les effets de manche de part et d'autre. Elle avait commencé l'audience en confirmant le périmètre de la requête dont elle était saisie et en invitant Julien Delorme à exposer sa thèse avec brièveté. Julien était un avocat habile, et sa plaidoirie d'ouverture était soigneusement construite. Il avait décrit un schéma de dissimulation s'étendant sur près d'une décennie de mariage, au cours de laquelle Maxime Roussel s'était présenté à sa femme et à sa famille comme un homme de moyens modestes, exploitant un petit atelier de réparation automobile, tout en développant simultanément une société de valeur substantielle. Il avait soutenu que la convention initiale avait été conclue dans des conditions de fausse représentation matérielle. Il avait demandé au tribunal de geler tous les actifs associés à Roussel Hyperworks dans l'attente d'une divulgation financière complète et d'un réexamen de la répartition équitable. Il avait utilisé l'expression mauvaise foi 4 fois. Élodie Martel s'était levée pour répondre et avait été méthodique d'une façon que Julien n'avait pas anticipée, parce que Julien s'attendait à de l'émotion et avait reçu de l'architecture. Elle avait commencé par présenter la documentation du trust établissant les origines de Roussel Hyperworks dans les actifs prémaritaux de la famille Roussel, le bien immobilier du garage, les contrats clients existants, l'inventaire d'outils et d'équipements qui avaient été formellement expertisés et placés dans le trust familial avant la signature de l'acte de mariage. Elle avait présenté l'accord d'investissement avec Henri Vasseur, qui avait été structuré avec des exigences de confidentialité spécifiques que Maxime avait honorées comme une obligation contractuelle, non comme un choix personnel. Elle avait présenté la chronologie du développement de la société, croisée avec les dates du mariage, et la provenance de chaque apport de capital, dont aucun ne remontait à des fonds Beaumont ou à des biens accumulés conjointement pendant le mariage. Puis elle avait présenté les 2 occasions documentées où Maxime avait tenté de partager des informations sur le travail de plus haute valeur du garage, et avait été activement dissuadé de le faire par sa femme.
Philippe Garnier avait témoigné pendant 22 minutes et n'avait pas été ébranlé en contre-interrogatoire parce qu'il n'y avait rien dans ce qu'il disait qui fût faux ou que Julien Delorme eût les moyens de contredire. Il avait décrit un homme qui travaillait 16 et parfois 18 heures par jour dans un espace qu'Isabelle Beaumont avait appelé, lors d'une occasion enregistrée à un dîner de famille, un hobby pour les gens sans vraies ambitions. Il avait décrit le soin avec lequel les finances de la société avaient été séparées des fonds matrimoniaux dès le début, non comme une stratégie pour un éventuel contentieux, mais parce que Maxime avait voulu que l'héritage de sa famille reste l'héritage de sa famille et ne devienne pas une source de conflit dans un mariage qu'il croyait alors construire. Philippe avait dit, de la voix mesurée d'un homme qui choisit ses mots comme Maxime choisissait ses outils, il n'a pas caché une société à sa femme. Il a construit quelque chose dans l'espace dont elle avait clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas le regarder. Julien avait tenté de reformuler l'argument en contre-interrogatoire, et pendant quelques minutes, la procédure avait eu la qualité d'un débat, où l'un des participants a réalisé qu'il a mal lu la salle. Il avait demandé directement à Maxime pourquoi, si l'entreprise était légitime et la séparation des actifs propres, il n'avait pas informé sa femme de la valeur de la société à aucun moment pendant le mariage. Maxime avait regardé Julien Delorme un instant avant de répondre, la même attention calme et sans hâte qu'il accordait à un problème qu'il avait décidé de résoudre plutôt que de subir. J'ai essayé, avait-il dit. Chaque fois que je commençais à expliquer le garage, elle l'entendait comme moi qui défendais quelque chose de petit. Après un moment, j'ai compris qu'elle avait décidé de ce que j'étais, et que rien de ce que je dirais de ce côté-là ne changerait cela. Je ne cachais pas la société. J'attendais une conversation qu'elle avait cessé de vouloir avoir. Julien avait insisté. Donc votre position est que vous avez signé une convention abandonnant tout en sachant que vous valiez considérablement plus, et que c'était un acte de bonne foi? Maxime avait répondu. J'ai signé parce que rien sur cette table ne valait la peine de se battre, mais je ne vais laisser personne prendre ce que mon père a construit et ce que j'ai passé 12 ans à faire grandir et l'appeler bien matrimonial, simplement parce que c'est gênant que cela m'appartienne. La salle était silencieuse de la façon dont elle l'est quand quelque chose a été dit qui n'exige pas d'ajout. Madame la juge Renaud avait regardé par-dessus ses lunettes de lecture la table de Julien et avait demandé si la partie adverse avait d'autres témoins. Julien avait dit que non. La juge avait pris une note et avait ordonné une courte suspension. À la reprise, elle avait rendu ses conclusions du banc avec une économie qui correspondait à sa réputation. Roussel Hyperworks était un bien prémarital détenu dans un trust familial valablement structuré, et aucune preuve n'avait été apportée que des fonds matrimoniaux eussent contribué à sa capitalisation ou à son développement. La requête en gel et réévaluation était rejetée. La convention de règlement initiale demeurait, avec des ajustements mineurs aux dispositions de responsabilité partagée qu'Élodie avait demandées pour d'autres raisons. Elle avait noté que la requête semblait avoir été déposée sur la base de conjectures publiques plutôt que de preuves documentaires, et elle avait adressé une remarque à Julien concernant l'attente du tribunal que les allégations de dissimulation d'actifs satisfassent un standard de preuve plus élevé avant d'être introduites au dossier. Julien s'était tenu très droit et avait dit « Compris, Madame la Présidente ». Isabelle n'avait pas parlé pendant la sortie de la salle d'audience. Pour la première fois en 18 ans de rencontre avec Maxime Roussel dans diverses configurations de conflits familiaux, elle n'avait rien à lui dire. Ce silence était en soi une sorte de verdict. Camille avait trouvé Maxime dans le couloir à l'extérieur de la salle, debout près d'une fenêtre qui donnait sur la rue où la Bugatti était toujours stationnée. Elle était venue seule, sans Julien ni sa mère. Elle n'avait pas prévu ce qu'elle allait dire, ce qui voulait dire qu'elle avait dit la chose qu'elle voulait vraiment. « Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu n'avais rien ?» Maxime l'avait regardée un moment. La colère contre laquelle elle s'était préparée n'était pas là. La satisfaction qu'elle aurait pu craindre n'était pas là non plus. Ce qui était là, c'était l'épuisement particulier de quelqu'un qui a passé longtemps à être mal lu et qui a finalement cessé d'essayer de corriger. « Je ne t'ai pas laissé le croire, avait-il dit. Tu as trouvé plus facile de le croire, et j'ai fait l'erreur de ne pas le combattre. » Camille avait regardé la voiture dehors. « Je ne savais pas que tu étais ça, avait-elle dit. Et elle voulait dire la voiture, le costume, la salle d'audience, tout cela. La distance entre celui qu'elle avait décidé qu'il était et celui qu'il avait apparemment été tout le temps. Maxime avait dit
Tu le savais avant que ta famille n'ait fini de t'apprendre à en avoir honte. Tu savais exactement qui j'étais. Tu as cru que c'était une limitation? Ce n'a jamais été une limitation. Camille y était restée silencieuse. Elle avait regardé ses mains, les mêmes mains qui avaient effacé le code défaut d'une Mercedes empruntée sous la pluie. Les mêmes mains qui avaient été à plat sur la table de conférence quand Julien lui avait glissé un stylo. Les mêmes mains qui avaient fait signer un document que tout le monde dans la pièce avait pris pour une reddition. Je suis désolé, avait-elle dit. Ce n'étaient pas des excuses complètes, et tous les deux comprenaient que cela ne pouvait pas l'être. Maxime avait hoché la tête. Il n'était pas froid, mais il n'était pas ouvert non plus, à la façon d'une porte qui a été fermée de l'intérieur plutôt que verrouillée. Nous devons tous les deux sortir de ce mariage en disant la vérité, avait-il dit. Pas avec des regrets sur ce qu'il aurait pu être. Ce qu'il a été, c'est ce qu'il a été. Camille s'était retournée pour partir, puis s'était arrêtée, et, sans se retourner, avait dit « La voiture ». Maxime avait répondu. Henri en avait besoin pour un événement de collectionneur à Vienne cet après-midi. Élodie a dit que j'avais assez longtemps caché derrière une camionnette. Camille avait failli rire. C'était le plus près qu'ils avaient été de la facilité qu'ils avaient eue autrefois, et cela n'avait duré qu'une seconde, et puis c'était fini. Elle était repartie dans le couloir vers la sortie. Maxime était resté un moment seul à la fenêtre et avait regardé la Bugatti au bord du trottoir. Il ne l'avait pas amenée pour diminuer qui que ce soit. Il ne l'avait pas conduite jusqu'aux marches du tribunal pour regarder la famille Beaumont le réévaluer. Il avait passé la plus grande partie de 15 ans à être l'homme qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et il n'allait pas réviser cette position maintenant simplement parce que les circonstances lui en offrirent l'occasion. Ce qu'il avait été réel, et cela avait toujours été réel. Et si les gens dans cette salle d'audience aujourd'hui avaient un besoin d'une voiture pour enfin l'accepter, alors l'échec était le leur, pas le sien. Il avait pensé à quelque chose que Philippe Garnier lui avait dit une fois dans le bureau du garage après qu'un client avait contesté une estimation. Le travail ne change pas selon que quelqu'un le comprend ou non. C'est le même travail. Cela avait toujours semblé juste à Maxime. Cela lui semblait encore juste. Lucas l'attendait dehors sur les marches du tribunal quand Maxime était sorti par les portes principales. Il portait un sweat de l'université Lyon 2, avait les mains dans les poches, et regardait la Bugatti avec l'expression particulière d'un garçon de 18 ans qui essayait de rester cool face à quelque chose qu'il est très difficile de prendre avec détachement. Quand Maxime était descendu les marches, Lucas s'était mis à ses côtés sans cérémonie. Ils avaient marché jusqu'à la voiture sans parler. Puis Lucas avait regardé son père et avait posé la question évidente. « Tu as gagné ?» Maxime y avait réfléchi un vrai moment, de la façon dont il réfléchissait aux choses quand Lucas lui demandait quelque chose qui méritait une vraie réponse. « Non, avait-il dit, mais je me sens plus léger. » Lucas avait accepté cela comme le genre de réponse que donnait son père, complète sans être explicative. Henri Vasseur attendait à côté de la voiture et avait donné à Maxime un bref résumé du planning de l'après-midi. L'événement des collectionneurs commençait à 16 heures. La route jusqu'à Vienne prenait 40 minutes. Il y avait quelqu'un là-bas qu'Henri voulait que Maxime rencontre pour une éventuelle commande concernant une Lamborghini Miura de 1971 qui dormait dans une grange climatisée du département depuis 30 ans. Maxime avait écouté, puis avait dit « D'abord, je veux emmener Lucas au café de la place. » Il a fait tout le trajet depuis le campus. Henri avait souri des yeux et avait dit que la Miura serait encore dans la grange à 17 heures. Élodie Martel, qui avait entendu cet échange à quelques mètres, avait noté pour elle-même que quoi qu'il arrive dans la vie de Maxime Roussel à partir de ce jour, le caractère fondamental de l'homme avait survécu intact à tout ce qui avait été conçu pour le diminuer. Ils avaient marché ensemble jusqu'à la Bugatti, Maxime et Lucas, et Maxime avait d'abord ouvert la portière passager. Lucas était monté avec le plaisir à peine dissimulé d'un gamin de 18 ans assis dans quelque chose d'extraordinaire, et Maxime avait contourné jusqu'au côté conducteur pendant que le journaliste du tribunal prenait une photographie qu'il décrirait dans son bref article publié comme un homme et son fils, sans hâte. La voiture s'était éloignée du trottoir et avait traversé le trafic de midi à Lyon, avec pas plus d'urgence que la situation l'exigeait. Lucas avait regardé par la vitre latérale la ville un moment, puis s'était tourné vers son père, et avait posé la question qu'il retenait. « Pourquoi tu l'as vraiment amené aujourd'hui »
Maxime avait gardé les yeux sur la route devant et avait répondu de la façon dont il répondait aux choses, simplement et sans chercher d'approbation. Parce qu'il y a des moments où rester silencieux cesse d'être de l'humilité et commence à être une permission. La permission pour d'autres de construire leurs histoires par-dessus la tienne. Lucas avait digéré cela. Quelques rues plus loin, il avait dit : « Alors à partir de maintenant, tu es différent ?» Maxime avait jeté un regard à son fils avec un léger sourire, le genre qui arrive sans effort quand une chose est vraie. Non, je suis le même. Je ne cacherai juste plus les parties que j'ai construites. La Bugatti avait traversé la lumière d'après-midi d'un mardi lyonnais, hors du quartier du tribunal, et vers le sud en direction du café de la place, où les banquettes étaient à Gerben. Tous les banquettes étaient en sky, et le café mauvais, et où Maxime emmenait Lucas un samedi sur deux, depuis que le garçon était assez grand pour tenir une fourchette. Ce n'était pas le véhicule qui donnait à la journée le sens qu'elle avait, et Maxime le comprenait avec la même clarté qui avait toujours gouverné sa façon de traverser le monde. La journée avait le sens qu'elle avait parce qu'un homme à qui l'on avait répété qu'il n'avait rien était entré dans une salle et avait montré, non avec de la colère, non avec du spectacle, mais avec des papiers et de l'histoire, et le simple fait invaincu de son propre travail que l'évaluation avait toujours été fausse. Il avait signé les papiers du divorce avec des mains capables de bien plus que quiconque dans cette pièce n'avait pris la peine d'apprendre. Il les avait signés parce que les choses sur la table ne valaient non pas le combat. Et quand le moment avait enfin exigé qu'il soit visible, il avait été visible. La voiture n'était que le moyen dont Henri avait besoin pour aller à Vienne. La vérité était ce qu'elle avait toujours attendu d'être dite. Le père célibataire qui était sorti de la médiation sans rien n'avait jamais une seule fois été sans quelque chose. Il avait simplement été entouré de gens qui avaient décidé, bien avant de le connaître, qu'il n'allait pas regarder. Dans l'histoire de Maxime Roussel, ce mécanicien au regard calme et aux mains encore marquées par la graisse, se cache une leçon de vie d'une intensité rare. Pendant près de 20 ans, il a accepté d'être vu comme un homme ordinaire, presque invisible, simplement parce qu'il refusait de transformer son travail en spectacle. Sa femme et sa belle famille avaient décidé de sa valeur sans jamais vraiment le regarder. Il l'avait réduit à un garage, à une camionnette, à une existence trop discrète pour mériter leur respect. Et lui, avec cette dignité tranquille qui le définissait, a signé les papiers en abandonnant presque tout. Non par faiblesse, parce qu'il savait déjà que les vrais des richesses ne toksunda, les aisés ne se trouvent ni dans une maison de standing, ni dans un portefeuille d'actions. Ce n'est que le jour où la vérité a été forcée à éclater qu'ils ont enfin découvert l'homme exceptionnel qu'il avait toujours été. Cette histoire nous touche au plus profond parce qu'elle parle de tous ceux qui, un jour, ont été sous-estimés par les personnes qu'ils aimaient. Elle nous rappelle que le silence n'est pas de la résignation, mais qu'il arrive un moment où rester invisible devient une forme de permission donnée aux autres de réécrire notre histoire. Maxime nous enseigne que la vraie force ne crie jamais. Elle se tient debout, calme, et laisse simplement le travail accompli témoigner à sa place. Combien d'entre nous cachons encore nos réussites, nos talents, nos vérités les plus profondes par peur d'être jugés, ou simplement parce que ceux qui nous entourent ont cessé d'écouter ? Si cette histoire a fait vibrer quelque chose en vous, si vous vous êtes reconnu dans le silence de Maxime, ou dans le regret silencieux de Camille, écrivez-le en commentaire. Votre vécu mérite d'être entendu. Et si vous voulez continuer à recevoir des récits qui nous rappellent la beauté de rester soi-même face au regard des autres, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ensemble, apprenons à mieux voir et à ne plus jamais sous-estimer la grandeur cachée dans les gestes les plus simples.